Hello à tous, voici la deuxième partie de ce que je dis aux étudiants sur la vie après l'école. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christian et j'ai créé Architect Ops, qui est une agence qui a des entreprises dans leur go-to-market. Et j'ai décidé de lancer ce podcast qui s'appelle Le Dérapage. C'est un podcast assez personnel où je raconte un peu comment ma vie personnelle a influencé ma vie professionnelle et inversement. Donc c'est-à-dire tous mes tests, toutes mes sorties de route, ce que j'en ai tiré. Et donc dans cet épisode, je voulais aussi un peu revenir sur la partie startup versus grand groupe. Au tout début, je disais que j'avais changé d'avis sur le sujet, sauf que je suis pas jusqu'au fond de ma pensée et j'ai un peu passé ce sujet. À la base, donc si jamais vous avez écouté le premier épisode, vous l'avez peut-être compris, je suis un gars très, comment dire, un startup guy de la startup nation entre guillemets, terme que je déteste aujourd'hui. Sauf qu'en vrai, du coup, après avoir passé quelques années dedans, j'ai en partie changé mon avis, pas totalement, car du coup, j'ai bossé en secteur et j'ai vu tous les bons côtés, mais également certains mauvais côtés. Dans le sens où aujourd'hui, la startup n'est peut-être pas forcément le meilleur tremplin, pour la simple et bonne raison qu'en réalité, il y a beaucoup de startups qui se sont montées et surtout financées sur le fait que de 2019 à 2021 inclus, voire peut-être un peu avant 2019 même, il avait énormément de financement, c'est-à-dire l'argent coulait à flot, les taux d'intérêt étaient vraiment très très bas, donc les VC avaient énormément d'argent, et c'était entre guillemets bien sûr facile pour les startups de lever des fonds. Et donc ça a mené à... il y a eu plusieurs conséquences à ça. De un, beaucoup de boîtes dépensent l'argent vraiment n'importe comment. Moi, typiquement, dans une de mes expériences, on me demande à chaque fois de dépenser beaucoup plus d'argent, sans forcément se soucier, en fait, en publicité, je précise, sans forcément se soucier du retour par investissement, même si un jour ça a forcément changé, mais au début, c'était un peu la logique, c'était on a l'argent, faut qu'on a du cash, il est prévu dans le budget marketing, il faut le dépenser, point barre. C'était un peu la seule logique. Et de deux, ça a également créé, entre guillemets, ce que j'appelle des startups zombies, c'est-à-dire ce sont des boîtes qui sont là, mais qui en fait n'ont pas forcément de but précis, ne sont pas forcément très bonnes en exécution, mais qui du coup qui vivotent parce qu'elles ont toujours un peu d'argent, du coup les fondateurs sont toujours présents, ils arrivent à obtenir des aides, soit des subventions de la BPI ou de l'aide un peu extérieure, et du coup la boîte existe toujours. Mais en réalité, ils n'ont pas forcément de clients, pas forcément de produits, et en fait, ils tournent un peu en rond. Et donc, j'aurais un peu du mal à l'intellectualiser, mais c'est vrai qu'en parlant avec des gens, j'ai un peu détecté un peu, enfin, j'ai un peu, comment dire, un radar à Startup Zombie. Je trouve qu'il y a beaucoup de red flags à certaines boîtes. C'est de un, toutes les boîtes qui font énormément de concours. Moi, ça, je trouve ça un peu bizarre parce que du coup, plus tu fais de concours, en fait, moins tu as de temps pour exécuter et puis faire ton produit. Donc, c'est le premier point. Tu as de deux, les boîtes qui ont que des stagiaires. Clairement, en fait, ça ne peut pas forcément avancer. Aussi, les fondateurs qui utilisent beaucoup de jargon incompréhensible, alors que moi-même je suis dedans, que parfois tu ne comprends pas. Et quand tu creuses, tu te rends compte qu'en fait, soit les termes utilisés sont totalement faux dans le sens, c'est-à-dire qu'ils vont employer des termes qui ne sont pas forcément adaptés à ce qu'ils veulent expliquer, et qu'eux-mêmes, par le coup, ne comprennent pas forcément. Donc ça, je l'ai beaucoup capté. Et aussi parfois les boîtes qui, lorsque tu passes en entretien d'embauche, ne veulent pas être transparentes sur tout. Donc c'est un peu le red flag que j'ai, mais c'est quand même très dur, honnêtement, parce que parfois on peut se laisser influencer par un bon marketing, un bon logo, c'est très compliqué. Et autre point, donc là c'est lié à tout au monde de la startup au global, surtout les startups early stage, c'est vrai que c'est quand même très risqué. C'est-à-dire que lorsqu'on entre dans une startup, de manière globale, hein, qu'elle ait fait YC, qu'elle ait levé des fonds ou autre, en fait tout peut se terminer dans un an ou deux pour plein de raisons possibles. Pas forcément à cause de l'équipe, mais juste parce que le business model n'était pas tenable, le projet était beaucoup trop ambitieux ou pas assez ambitieux. Il y a plein de raisons possibles et ça pour le coup ça reste quand même un peu de chance quoi. Et c'est vrai que par exemple quand moi je regarde rétrospectivement dans mes expériences passées, donc j'ai bossé dans deux startups principalement qui sont Sunday et Clone, donc pour le coup je les qualifierais pas de startup zombies, loin de là, car il y avait comme un bon business model, non pas forcément. Car pour le coup, ils avaient quand même des bons produits. Les boîtes ont quand même entre guillemets scalé en termes d'employés, mais pour certaines, enfin pour toutes d'ailleurs, mais pas forcément en termes de revenus. C'est un peu le regret que j'ai, c'est-à-dire que j'ai bossé dans des boîtes qui ont quand même bien shippé en termes de produits. J'ai bossé avec des gens compétents, je trouve, que ce soit chez Sunday, chez Clone. Même si pour le trouve chez Sunday, les gens étaient vraiment bons. Toutes les équipes étaient assez impressionnants.
que ça soit la team produit, les sales, les devs, qui avaient certains 20 ans d'XP. Franchement, je sais pas comment ils fait pour recruter des gens aussi bons. C'était fou. Mais malheureusement, bah, pas de. À l'époque, quand j'étais du moins, donc 21-22, pas de produit market fit sur le paiement par QR code à l'époque. Maintenant, je sais que c'est un peu évolué. Ils font donc toujours du paiement par QR code, mais aussi du TPE. Ça a l'air de bien mieux fonctionner. Et chez Clone, les gens aussi très très bons. Pour le coup, le revenu qui a très très bien scalé aussi. On est passé, je crois, de plus ou moins quelques millions de CA à presque 100 en un an, mais par contre pas forcément rentable parce qu'on brûlait énormément d'argent dans plein de domaines. Donc assez intéressant, mais c'est vrai que j'ai jamais bossé du coup dans une boîte qui a du coup entre guillemets percé en France. Après il y en a très peu hein, d'ailleurs. Des boîtes comme je dirais Lemlist, à la limite Pennyline, même si je suis pas sûr que c'est encore rentable. Pigment par exemple, j'ai l'impression qu'ils font du très bon travail en ce moment. Il y en a pas des milliers de boîtes comme ça. Autre point, j'ai quand même vu aussi beaucoup de dérapages dans les boîtes où je suis passé, notamment en termes de gestion humaine. C'est vrai que parfois c'était un peu le bordel. Et je trouve que c'est peut-être pour ça aussi que notre génération, je parle pas forcément de moi, même si je l'étais pendant un tout petit moment, mais on est un peu dégoûté du travail et aussi que tout le monde veut être indépendant. Quand je parle dégoûté du travail, c'est-à-dire que les gens globalement ont plus envie de travailler, ou ils ont plus envie de se donner à fond, notamment à partir de mon âge. Je parle aussi de mon entourage, c'est-à-dire que parfois ils sont beaucoup trop nés pour des boîtes où en fait ils n'ont pas eu entre guillemets, la gratitude qu'ils pensaient avoir mérité. C'est vrai qu'en startup, j'ai vu beaucoup de gens en fait se donner à fond et se faire jeter un peu comme des chiffons quoi. En fait, du jour au lendemain, sans forcément d'explication valable, c'est juste qu'aujourd'hui, ok, aujourd'hui on a pivoté, on sait qu'on a plus besoin de toi, du coup on cherche pas à discuter, on cherche pas à remettre ailleurs. T'es viré, point barre. Et ça, pour le coup, je l'ai vu pas mal de fois. J'en reparlerai peut-être un jour dans un prochain épisode si vous le demandez. Mais ça peut être très violent en termes moral, de un, parce que moi-même, je l'ai vécu. Et comme aussi pour les équipes, c'est-à-dire même si les gens qui restent, en fait, moi je comprends que ça peut être aussi touchant. Et du coup, à la fin, on se transforme un peu en robot où en fait, on se soucie plus forcément du côté humain et je trouve ça un peu dommage. Et de deux, et c'est vrai que bah, souvent en startup, c'est aussi le chaos. Je pense que ça l'est aussi beaucoup en grand groupe en réalité. C'est un peu un cliché en mode les startups, c'est le chaos et les groupes, c'est assez structuré, mais c'est pas forcément le cas. Pour le coup, c'est la même chose dans toutes les boîtes, car par définition, une entreprise, de toute façon, elle est défaillante et non optimale. Et par rapport au grand groupe, j'ai aussi changé ma position parce que je pense que lorsque tu travailles dans un groupe, tu peux gérer des gros budgets parfois. Tu peux aussi t'exporter dans plusieurs pays. Enfin, t'exporter. Aller travailler, te faire muter partir de France, aller travailler, je sais pas, aux États-Unis, en Chine. Bon, en Chine, un peu moins en ce moment. Mais bref. T'as saisi l'idée dans d'autres pays. Ça, pour le coup, c'est aussi vraiment en startup. C'est pas que pour les grands groupes. Mais disons, les groupes, ils ont souvent des plans pour ça déjà, on va dire. Alors que la startup, il faut le provoquer, ce parti. C'est-à-dire qu'il faut que la startup grandisse, grossisse, qu'elle veuille explorer d'autres pays. Tous les startups disent qu'elles veulent aller à l'international, mais en réalité, souvent, soit ils y vont trop tôt, soit ils y vont jamais, pour plein de raisons. Donc, c'est un peu moins vrai pour les startups. Et je trouve, c'est vrai que bah, à partir de 30 ans, 35 ans, tu peux quand même avoir des postes très intéressants dans les grands groupes si tu as réussi à très bien évoluer. Et que dans les faits, si jamais un étudiant veut commencer en fait en groupe, je leur recommande beaucoup la partie graduate programme, car du coup, ça permet de voir plusieurs jobs différents. Pour ceux qui ne savent pas, un graduate programme, c'est souvent des programmes, enfin des systèmes créés par des entreprises pour chercher leur futur leader. Et donc, c'est des programmes souvent de 2 ans ou 1 an et demi, qui permettent de voir bah, souvent des jobs en finance, en sales et logistique et marketing. 4. Donc c'est souvent les 4 pôles qui sont visités. Et du coup, les personnes qui vont intégrer les revues de programme vont bosser 6 mois dans chaque pôle. Et ça, pour le coup, c'est vrai que je trouve que c'est un bon tremplin. Et même, c'est hyper intéressant du coup d'un peu voir bah, tous les jobs différents. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Donc voilà. Et en réalité, les ponts sont possibles, hein. On peut bosser en grand groupe puis en start-up et inversement. Ceux qui disent que c'est pas possible, c'est faux, hein. Enfin, on peut commencer par l'un et changer ensuite. Je reviens aussi sur la partie vie pro, vie perso. Je dis ça parce que c'est vrai que j'ai eu un débat assez intéressant d'ailleurs avec une étudiante de l'IAE d'Aix-en-Provence, à qui j'ai donné cours du coup fin septembre. Et elle me disait que pour elle, la vie pro, vie perso, c'était hyper important pour elle. Enfin, l'équilibre vie pro, vie perso, c'était hyper important pour elle. Donc forcément, le boss en RH. Moi, je vous avoue, sur ce constat, je suis d'accord maintenant, c'est hyper important, en fait. Donc, je vais peut-être un peu revenir sur ce que j'ai dit. Mais en fait, à mon sens, lorsqu'on sort d'études, c'est pas possible de se poser cette question d'équilibre vie pro-vie perso. Car pour se la poser, en fait, il faut y avoir un déséquilibre quelque part. Sauf que tu ne peux pas avoir ce déséquilibre, en fait, en stage souvent. Et que ce déséquilibre, tu le découvres, en fait, lors de tes premières expériences. Où tu dis, ah, ok, j'ai trop bossé, en fait, maintenant, il faut que je change des éléments pour
avoir un équilibre vie pro et perso. Même si dans les faits, pour moi, comme je disais, ça n'existe pas, mais je comprends que certaines personnes peuvent en fait vouloir absolument parler de ce concept. Mais c'est juste que je trouve quand on est jeune, lorsqu'on sort d'école, c'est impossible de comprendre ce que c'est de le vouloir, parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas de déséquilibre, en fait, je vois pas comment on peut désirer en fait du coup l'équilibre vie pro vie perso. Et c'est vrai, bon là, ça va être un peu mon côté entre guillemets du coup vieille école, mais c'est que moi, ça me rendait fou lorsque mon alternant que j'ai eu chez Clone. Il se reconnaîtra s'il écoute ce podcast, il sait que je l'aime. Lorsqu'à chaque fois, il venait à 9h30, 10h, il partait à 17h. J'avoue, ça me rendait fou, parce que les projets n'étaient pas terminés, et qu'en réalité, il pouvait faire plus, et je trouvais qu'il se donnait pas assez dans tout son apprentissage. Même si à la fin, il est venu très bon, mais je trouvais que c'était trop rentrer dans les cases, trop se dire, ok, mes horaires, c'est ça. Sauf que, dans les faits, dans le type de job, si on a des projets, en fait, il faut les terminer point barre. On peut tous se dire, ok, on va le faire demain. Mais du coup, en fait, à force de dire demain, 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 en fait, c'est semaine prochaine, puis ensuite le mois prochain. Et en fait, les projets se terminent jamais. Pour ça, moi, je suis toujours pour, en fait, essayer de faire le kilomètre en plus. Quoi qu'il arrive, pour essayer de respecter les deadlines. C'est une vision qui peut, on va dire, plutôt pousser au déséquilibre vie pro vie perso et entre guillemets au burn-out, mais je trouve que c'est obligatoire en fait de se la fixer au départ pour essayer de voir ses limites et surtout de gagner confiance, comme je le disais précédemment. Ensuite, je leur donnais mes conseils pour trouver leur premier job. Souvent, le retour que j'ai, enfin souvent, tout le temps, le retour que j'ai, c'est ah, j'arrive pas à trouver une alternance, ah, je vais pas trouver de travail, ou moins. Et ça commence en fait à limite sortir les mouchoirs. Dans les faits, moi, je leur disais qu'il faut arrêter de postuler, mais en fait, il faut se vendre. C'est-à-dire que le process standard aujourd'hui que font tous les étudiants et même en fait, comment dire, les gens normaux pour trouver un emploi, c'est voir une offre d'emploi et en fait essayer de postuler via du coup des job boards, que ce soit Welcome to Jungle ou les sites directement en fait des entreprises. Moi je leur dis qu'en fait il faut préparer le terrain d'avant et essayer en fait de parler sur LinkedIn directement en fait aux entreprises, aux personnes qui travaillent dans les entreprises que vous ciblez. Donc forcément c'est plus simple dans les startups parce que il y a moins de gens possibles à contacter versus un L'Oréal ou un Carrefour. Mais dans le fait, en cherchant très bien, si jamais vous avez une offre d'emploi en fait dans la team logistique de Carrefour en business unit, je sais pas moi, rayon, je m'y connais tellement pas qu'en fait j'ai du mal à trouver le rayon. Je sais pas, rayon épicerie, en fait, ça peut se trouver en fait sur LinkedIn avec des mots-clés précis. Il faut pas hésiter en fait à DM du coup des managers, des fondateurs de boîtes, des personnes dont vous trouvez que les jobs sont intéressants pour essayer de comprendre déjà ce qu'ils font et de montrer votre présence. Et c'est ensuite de cette manière-là qu'en fait que vous allez remonter dans la pile entre guillemets de CV. Parce qu'il est clair qu'en gros, si jamais vous postulez en fait à tout va sans personnalisation, en fait à des jobs, bah oui en fait vous allez tomber dans la masse. Et le but en fait c'est de sortir de la masse. Du coup via ces moyens-là. Et aussi autre point en fait via des projets perso. C'est un peu ce que j'ai expliqué, c'est qu'aujourd'hui je trouve on est dans une ère, enfin c'est pas contre aujourd'hui en fait, hein, c'est le cas depuis pour moi 2020, avec depuis post-Covid, on est dans une ère en fait les projets perso comptent énormément. Parce que ça montre qui vous êtes. Je parle notamment du personal branding, où aujourd'hui quelqu'un qui fait du contenu LinkedIn va être perçu souvent en fait en termes de valeur qu'il peut créer, de valeur perçue, ça va être supérieur à la valeur réelle. On a tous forcément quelques influenceurs LinkedIn en tête qu'on trouve hyper compétents parce qu'ils partagent du bon contenu. Alors je dis pas qu'ils sont nuls, mais par contre je vous assure il y a des gens qui ne disent rien, qui sont tout aussi bons qu'eux, de manière globale, sans faire enfin si on fait une généralité, sans cibler quelqu'un. C'est tout ça que je veux dire. Juste que par contre la personne qui monte son travail forcément va se rendre plus visible et en fait inconsciemment on va se dire qu'elle est très très bonne dans ce domaine. Et c'est un peu, je leur racontais aussi l'histoire de comment j'avais trouvé mon premier emploi chez Germinal à l'époque. C'est-à-dire que, ok, j'avais postulé, mais en fait déjà je m'étais débrouillé pour trouver le test en avance. J'ai oublié comment j'ai fait d'ailleurs, mais je l'avais trouvé en avance. Et j'avais aussi DM du coup mon ancien patron, le très connu Grégoire Gambato, sur LinkedIn, qui d'ailleurs m'avait directement répondu. Je pense qu'à l'époque il était beaucoup plus accessible. Et j'avais fait un site internet pour vraiment montrer une facette de ma personnalité. Donc j'avais compris qu'en fait c'était le type de personne avec qui je pouvais raconter 2-3 conneries, 2-3 blagues. Et du coup je sais que j'ai plus mon site, il est plus en ligne. Je l'ai perdu malheureusement. Je sais que j'avais fait quelques références à la Coupe du Monde, donc c'était en 2018. Et j'avais fait quelques blagues aussi de manière globale sur le groupe. Et en fait, ça m'avait permis du coup décrocher un entretien, et ensuite de décrocher un job. Et totalement possible que si jamais j'avais pas fait ça, en fait, j'aurais pas eu cet emploi d'ailleurs. Et ouais, par rapport à ça, mon avis personnel sur le fait que est-ce que c'est plus dur de trouver un job aujourd'hui en 2025, j'ai fait dire 23, 25 en premier emploi du moins, versus avant. Effectivement, moi, je pense que c'est plus dur parce que les budgets se resserrent, aussi les taux d'intérêt ont augmenté globalement. Il y a l'IA qui arrive en fait qui en vrai remplace la plupart des jobs de junior dans plein de domaines, que ce soit l'audit, la comptabilité, les opérations, plein de jobs en fait.
commence à être remplacé par l'IA, enfin ou du moins permettre à des managers de en fait minimiser les coûts en fait, car une personne peut faire deux, trois jobs en même temps grâce à l'IA, ça c'est vrai. C'est pas encore remplacé par l'IA, je reviens sur mes paroles, mais ça c'est un fait. Mais que par contre c'est pas une excuse pour pleurer. En fait j'ai eu beaucoup d'étudiants en fait être un peu désespérés et en fait trouver comme excuse ah c'est dur de trouver un emploi, du coup j'en trouvais un jamais. Et par conséquent, en fait, juste partir sur un mindset très défaitiste où on commence à accuser tout le monde en fait à se trouver des excuses, du coup, pour ne pas trouver d'emploi. Et je dis juste qu'en vrai, c'est aussi une question de mindset. Il faut, ok, la période a changé, ok, c'est plus dur, mais du coup, il faut essayer de changer les méthodes pour se vendre et aussi d'apprendre des nouvelles compétences. C'est ce que je leur ai expliqué, c'est qu'en gros, ok, vous allez sortir d'école, mais qu'en vrai, le jeu, il est pas fini. Il faut continuellement apprendre des choses, essayer de nous maîtriser de nouveaux outils, parce que c'est pas l'école, en l'occurrence les écoles de commerce où moi je donne des cours, qui vont vous apprendre à maîtriser ces outils à fond, on va dire. Il faut essayer de maîtriser Salesforce, HubSpot, enfin, c'est des outils parmi tant d'autres, hein. Il faut pas forcément maîtriser cela, mais pour acquérir des compétences fortes, il faut maîtriser en fait des outils comme Salesforce, HubSpot, Looker Studio pour faire des dashboards, ChatGPT forcément, et plein d'autres outils possibles, Webflow par exemple pour créer des sites internet. Et c'est comme ça en fait vous allez vous différencier en fait avec les autres. Ensuite, ce que je leur dis c'est que bon ça pour qu'ils en soient conscients, c'est qu'en réalité il n'y a pas de plan de carrière parfait. C'est-à-dire que le monde va souvent bouger plus vite que tes plans. Et que du coup, faut pas hésiter en fait à shifter, à prendre d'autres directions. Faut pas essayer de se fixer. Il faut se fixer objectif à 5 ans, mais 5 ans, 10 ans, 15 ans, un an aussi. Mais il faut être conscient qu'en réalité, tout peut changer et qu'en fait, il faut s'adapter. Je pense que 2020, personne n'aurait parié sur le fait que l'IA allait sortir de terre comme ça avec la GPT, Claude, etc. Que tout allait pouvoir s'être interconnecté et que du coup, on allait pouvoir booster plus vite. Franchement, la personne qui me dit ça, bah, chapeau, mais moi j'y crois pas. Tout va vite en fait et on est obligé de s'adapter aujourd'hui. L'autre point, c'est que je leur disais aussi, par rapport à c'est lié, en vrai c'est un peu vie pro et vie perso, c'est que s'ils veulent faire un truc, il faut le faire maintenant. Je m'explique pour ça. Beaucoup de personnes me disent ah je vais d'abord j'en ai beaucoup eu par mes amis et aussi dans les étudiants que j'ai vus. Ils me disent ah ok je vais bosser en fait dans des d'abord 2 ans en fait en boîte de conseil ou en audit et ensuite je vais faire un truc qui me plaît. Moi je trouve que c'est vraiment un mauvais plan parce que potentiellement tes envies vont changer. Donc tu as envie de faire ce job maintenant mais en fait ça prend 3-4 ans tu n'auras pas envie de le faire. Donc en fait ton plan peut tomber à l'eau. Il faut absolument le faire maintenant. Et surtout, si tu as vraiment envie de le faire maintenant, donc que ce soit un job ou une action pour ta vie perso, bah c'est là où tu vas être le meilleur parce que tu es motivé à l'idée de le faire. Et donc, vaut mieux être motivé à l'idée de faire un job qui peut-être te payera moins bien versus un job qui va mieux te payer, mais en fait, tu vas vraiment t'embêter toutes tes journées où tu vas vraiment passer des mauvais moments versus un job où tu sais qu'il va te plaire, où le temps va passer très vite. Par contre, tu seras peut-être un peu moins payé. Mais je trouve que si on fait le pour et le contre, il vaut mieux aller vers ce type de job. Et c'est pareil aussi, je trouve, dans la vie perso. Ou si jamais tu as envie de voyager à tel endroit, si tu en as les capacités, en fait, il faut le faire maintenant et pas attendre en fait 5 ans, 10 ans parce que tu auras peut-être moins envie dans un futur assez proche. Et moi, j'ai eu l'exemple très précis d'ailleurs en réalité, hein. J'ai eu l'occasion d'aller à Las Vegas et pour le coup, c'était un rêve de gosse. Enfin, de gosse, peut-être pas gosse, mais un rêve de jeune adulte à 18 ans jusqu'à mes 25 ans, peut-être, un peu moins quand même, jusqu'à 23 ans. C'était vraiment quelque chose que je voulais absolument faire. C'était un truc à cocher pour moi. Donc, j'y suis jamais allé. Jusqu'à aujourd'hui, j'en ai 31 et j'y suis allé. C'était incroyable, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que je pense que ça aurait été vraiment différent à l'époque. Je pense qu'à l'époque, je n'étais pas allé parce que ça coûtait cher, mais j'avais jamais non plus, je m'étais jamais plus posé la question de comment est-ce que je pouvais y aller. Mais bref, j'y reviendrai peut-être dans un autre épisode. Et le dernier point que je voulais aborder avec les étudiants, c'est surtout la partie barrière mentale. On a tous des peurs, normales, notamment syndrome de l'imposteur, la peur de l'échec, la peur du jugement. Le seul point que je voulais voir avec eux, c'est que surtout, il faut en être conscient. C'est-à-dire réfléchir à, ok, bah, quelles sont nos peurs, en quoi ça me bloque dans ma vie, et du coup se dire comment faire pour essayer de le résoudre. Moi, je vous donne un exemple que j'ai eu. Pendant très longtemps, j'ai eu la peur du jugement. Quelque chose que j'ai beaucoup moins maintenant parce que je suis passé à une étape de ma vie où en vrai, j'en ai strictement rien à foutre pour utiliser un terme très correct, politiquement correct, et que du coup, en fait, le jugement des gens, en fait, je m'en fiche. Tant que je manque de respect à personne, j'estime que c'est ok. Et si quelqu'un va me faire une remarque sur quelque chose que j'ai fait au niveau pro ou autre, en vrai, je vais l'écouter, mais ça va me passer vraiment par-dessus la tête. Mais pour le coup, c'était quelque chose qui me touchait à l'époque, mais beaucoup plus maintenant. Et en fait, moi, dans mon raisonnement, et ce que je leur expliquais, c'est que, ok, notamment sur la peur du jugement, c'est juste que si jamais vous faites cette action, qu'est-ce qui va se passer au final si quelqu'un vous juge? Et en fait, quand tu y repenses, la réponse va être 99% du temps, rien, tout simplement. Et donc, de par ce constat-là, en fait, il faut absolument essayer de bypass cette partie-là pour la peur du jugement.
Pour la partie peur de l'échec, moi aussi pour longtemps j'ai eu la peur de l'échec, puis au bout d'un moment, en fait, c'est simple, en fait quand tu rates des choses, 1 fois, 2 fois, 3 fois, en fait, tu te rends compte qu'il se passe rien donc tu un peu là en fait, c'est pas si terrible, que ça et le syndrome de l'imposteur, ouais pendant longtemps je l'ai un peu eu, mais après en fait en fait, une fois que tu te rends compte que les personnes qui t'idolâtrent, en fait ne comprennent aussi rien du tout à ce qu'elles font, bah, tu te dis en fait c'est pas si terrible que ça, quoi. Je disais aussi que, bon, j'arrête pas d'absolument de le faire, mais d'y penser et surtout de pas mal le voir, c'est qu'en vrai, je trouve quelque chose qui est vraiment sous-coté dans notre société, c'est d'aller voir un psy. La plupart des gens vont aller voir un psy lorsqu'elles sont au fond du trou, sauf que c'est souvent trop tard. Et du coup, je leur ai dit que c'est pas une honte d'aller voir un psy. Moi-même, je suis allé voir un psy. Bon, enfin, je dis ça, c'est très récent, hein. J'ai fait que 2 séances. Donc, honnêtement, ça n'a pas non plus pour l'instant changé ma vie. Mais je trouve ça très intéressant le concept. Mais que je trouve c'est pas non plus. Faut pas non plus voir ça comme un échec d'aller voir un psy. Car je pense que réellement que ça peut aider en fait d'aller consulter un psy de manière globale. Ensuite, je reviens sur le regard des autres, notamment des proches et des pairs. Donc c'est du coup, j'en ai parlé il y a 3 minutes, 3-4 minutes. Le truc que j'ai remarqué, c'est que les gens qui vous critiquent sur des actions que vous faites pro ou perso, qui vont dire de ne pas les faire, que ce soit vos parents ou vos amis, hein, souvent en fait, elles rejettent leur peur sur les vôtres. Je prends l'exemple de mes parents. En fait, pendant longtemps, ils m'ont dit ouais, faut absolument que tu aies un travail correct, entre guillemets correct, que tu portes un costard. Pourquoi tu veux créer ton entreprise? Franchement, je vois pas quel est l'intérêt. Et en fait, j'ai réalisé qu'après, ils me disaient ça parce qu'en fait, ils avaient peur pour moi aussi. En fait, ils avaient peur du coup que je trouve pas forcément d'emploi, que je loupe tous mes projets. Pour eux aussi, porter un costard, c'était un peu un signe d'être sérieux. Il y avait vraiment l'image du hard worker en à la défense avec un costard, cravate. Moi, j'avoue, c'est quelque chose que j'ai du mal à saisir. Enfin, pour les jobs, on va dire, où en fait t'es pas face aux clients, où t'es juste dans un bureau. Mais bref, passons. Souvent, j'ai remarqué ils retransfèrent un peu leur peur. Et au niveau des amis, en fait, c'est souvent les gens qui sont les plus insécures qui vont venir vous critiquer sur ce que vous faites. Ça, pour le coup, faites un test. C'est réellement le cas. J'ai eu, par exemple, quand je me suis un peu à poster sur LinkedIn, je me suis pris quelques reproches de la part de proches qui me disaient: ah, mais fais gaffe, tu vas t'afficher, nani, nanana. En fait, c'est souvent des gens qui ont peur de passer à l'action et qui, du coup, en fait, vont projeter leur peur sur vous, en fait en réalité. Et qu'en fait, moi, la réflexion que je me suis faite par rapport à ça, c'est que certes, les gens vont critiquer, essayer de vous donner des conseils, vous dire des choses de faire, enfin, des éléments à faire ou ne pas faire. Sauf que dans les faits, une fois que tu réalises que c'est pas eux qui te payent ton loyer, qui te payent en fait ta vie de manière globale, bah c'est là que tu réalises qu'en fait que tu as strictement rien à foutre de ce que les gens pensent. Et c'est un peu ce que je leur ai dit et je le pense sincèrement pour le coup. Faut pas attendre de la validation des personnes externes avant de faire des choses, parce que sinon en fait on fait rien. Je trouve que c'est moi-même pendant trop longtemps j'étais un peu dans l'inaction par rapport à ça, où j'attendais peut-être des validations ou autres avant de passer à l'action. Je suis aussi passé dans une phase où en fait je passais beaucoup trop à l'action pour le coup, sans forcément réfléchir de manière réfléchie. Mais du coup il faut trouver un peu un équilibre. Donc voilà par rapport à ça, et je pense que j'ai rien oublié par rapport à mes conseils aux étudiants. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce que j'ai dit, et je vous dis à une prochaine. Ciao ciao!